Bonjour, bienvenue à vous dans votre émission Il était une voix. Aujourd'hui, je reçois Rosa Méziane pour nous parler de son livre « À la force du cœur, l'immigration en héritage, la nation en partage ». Elle nous parlera de ses engagements, de son parcours et des raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre. À tout de suite. Bonjour Rosa Méziane. Bonjour Monsieur Itache. Bienvenue à toi dans notre émission Il était une voix. Alors, on ne va pas faire appel à tes talents de chanteuse, bien que les envolées lyriques sont ta pratique souvent fort, dis donc. Sur les plateaux. Mais alors, pour le coup, moi, je t'ai déjà entendu chanter lors d'une soirée caritative à Nanterre. C'est vrai, mais ça commence par des dossiers, comme ça, non, sans prévenir. Non, en toute bienveillance. Ça m'arrive effectivement de pousser la chansonnette de temps en temps. Mais on t'invitera à l'occasion écoutez, lorsque tu t'engageras sur... mariage, bar mitzvah. Très bien. Avec plaisir. Rosa Méziane, À la force du cœur, c'est un livre que tu as écrit. J'imagine que c'est un ouvrage qui a peut-être pris plus de temps à être réfléchi avant d'être écrit. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a poussé d'abord à l'écrire ? C'est vrai que les médias, puisque ça fait à peu près 3 ans maintenant que j'interviens régulièrement sur du débat, essentiellement du débat politique, il y a une forme d'immédiateté. On débriefe beaucoup l'actualité. Et puis une actu en chassant une autre, bien que certaines puissent être répétitives. C'est vrai que j'avais parfois une forme de frustration de ne pas prendre le temps d'aller en profondeur sur les sujets. Et c'est vrai que souvent le temps, justement, d'aller en profondeur. Dans un débat ? Oui. C'est compliqué sur une émission. Parce que tu t'en plains un petit peu dans le livre. D'une heure. Oui, bien sûr, parce que les émissions à rallonge, où on prend le temps d'aller en profondeur, de ferrailler, mais vraiment idée contre idée, il y en a de moins en moins. Et c'est vrai qu'on est plus à la recherche du clash, de l'opposition, moins de l'intellectualisation, en tout cas des sujets. Donc, je m'en plains effectivement un peu. Et c'est vrai que le livre offre la possibilité de se poser et de ne pas commenter le commentaire ou de ne pas commenter le fait divers et d'essayer d'avoir un regard plus profond, plus nuancé, plus authentique. Et c'est vrai que le livre permet cela. Et puis, la seconde chose, c'est que j'avais envie de parler... de ma trajectoire, parce bien qu'elle soit singulière, elle est aussi assez commune à un certain nombre de Français héritiers de l'immigration. Ça fait un petit moment que je ne dis plus issus de l'immigration parce que j'ai le sentiment qu'on nous renvoie à des pièces rapportées, alors que pour moi, l'immigration, c'est une forme d'héritage qu'on peut vraiment porter fièrement en bandoulière. Et je trouve que parfois, on ne raconte pas suffisamment nos histoires, nos récits, nos témoignages. Et c'était aussi une forme d'encouragement à prendre effectivement part au débat et se raconter si on a envie de casser les fantasmes qu'on construit parfois sur ces enfants d'immigrés ou ces enfants des quartiers populaires. Donc c'était un petit peu l'objectif de ce livre. Et puis je pense que globalement c'était une forme de lettre d'amour au quartier populaire. J'en viens et c'est vrai qu'il y a et c'est pour ça que ça s'appelle aussi À la force du cœur, c'était la volonté de mettre en lumière tous ces habitants que j'ai eu la chance de rencontrer ou avec qui j'ai vécu. Et donc voilà, ce livre permettait de synthétiser tout ça. Alors, on va voir à l'image une personne, et donc c'est la photo de ton grand-père. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui ? Mon grand-père, il s'appelait Ahmed, il était engagé dans l'armée française. D'ailleurs, il est décoré de la Croix de guerre. Exactement, il est décoré de la Croix de guerre. Mon grand-père, en fait, était engagé dans l'armée française. Il a fait la fin de la fin de la Première Guerre mondiale, donc de 18 à 21. Puis il s'est engagé dans la Seconde Guerre mondiale et il a également fait Indochine. Donc ça a été effectivement, bien que je ne l'ai pas connu, un personnage assez central dans ma famille et notamment dans ma famille maternelle, puisque c'est mon grand-père maternel, et ça a été vraiment une figure présente, bien que je ne l'ai pas connu. Et c'est vrai que j'ai toujours ressenti une forme de fierté en pensant à lui et en ayant des morceaux d'histoire, puisqu'il a fallu aussi
aller rechercher des informations auprès de mon oncle, auprès de ma mère, aussi auprès, de ma grand-mère, quand elle était encore parmi nous et oui, il y a une forme de fierté, aussi, à réaliser Alors que Olivia, la grand-mère, on oui, la met à la photo, à l'image, elle est pieds nus c'est ça. dans les montagnes de Kabylie. Exactement, dans le village d'Aït-Meziève qui porte le nom, familial et effectivement, d'ailleurs, je ressens exactement la même admiration, pour mon grand-père que je n'ai pas connu, mais pour ma grand-mère qu'on appelait Yemma et d'ailleurs tout le village l'appelait Yemma et c'est vrai que, nous, on vit un peu dans des sociétés matriarcales, honnêtement dans des tribus berbères et moi, j'ai eu la chance de grandir avec, cette grand-mère, très aimante, très forte, qui arrivait à tenir, toute sa petite famille et puis j'ai eu la chance, de bénéficier de sa tendresse, de bénéficier de ses histoires, de ses contes qu'elle nous racontait, ce qu'on appelle, des tamashahouts, qui sont des contes, en fait, berbères et ça m'a Qui ont énormément toujours une morale. toujours une morale, Oui. effectivement, notamment les contes de Djeha qui sont, très, connus, au Moyen-Orient et hem et c'est vrai que c'était une forme de rituel pendant les siestes où elle nous racontait, en fait, ces contes et où j'avais, la chance de m'endormir, avec, la chaleur de son souffle et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont terriblement marquée, pendant mes étés, en Algérie et je crois que c'est aussi ça, en fait, l'immigration en héritage, c'est toute une part de nous-mêmes qui nous construit, c'est toute une part de notre identité et quand on entend un certain nombre de débats, où on nous demande, en fait, d'oublier toute une partie de nous-mêmes avec ces éternels débats entre, l'intégration et l'assimilation, L'assimilation, oui. bien que l'intégration, à bien des égards a échoué. L'assimilation, c'est une forme d'injonction à oublier qui l'on est et c'est vrai que je le raconte un peu aussi dans le livre, notamment avec la colonisation et ce qui aura aussi déclenché, la guerre d'Algérie. Il y a eu une volonté pendant des années des intellectuels à demander la citoyenneté française, à vouloir faire partie de la nation et presque à demander une forme d'assimilation, et je suis assez amusée de voir qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que quand, l'Algérie était française, on ne voulait surtout pas Le que code de les Algériens l'indigénat, deviennent français. les Heu Français musulmans, comme on les appelait. exactement, voire même juste les musulmans d'ailleurs, on parlait pas des Français, musulmans. Hem Et d'ailleurs très peu ont accédé à la citoyenneté française puisqu'on leur demandait, du coup, de renier leur religion notamment pour pouvoir, accéder, à la citoyenneté, ce qui est en totale opposition avec, nos C'est plus de la valeurs. dissolution que de l'assimilation. Oui, quasiment, mais c'est ça un peu l'assimilation, c'est d'oublier complètement qui on est. Mais je fais ce parallèle en fait entre le fait que, pendant l'Algérie française, on ne voulait surtout pas que, les Arabes, les musulmans, les indigènes deviennent nous, c'est-à-dire français et qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse et on souhaite que, ces enfants de la nation, ces enfants qui sont français, s'assimilent alors qu'ils le sont Ils déjà. sont déjà Donc tout à voilà, fait. ce parallèle, m'amuse un peu en réalité, que vous soyez, là-bas ou ici, à aucun moment on souhaite faire union avec, ce qui, pour certains, nous ressemble pas. 2 mots, Rosa Méziane, l'émotion, l'indignation. Je fais un parallèle avec Stéphane Hessel qui avait écrit 2 livres. Le premier, c'était Indignez-vous, et le second, Engagez-vous. Est-ce que tu penses que les gens ne s'indignent pas assez, qu'ils subissent sans présenter de résistance et sans exposer, ce qu'ils ont dans le ventre et ce qui les fait mal? Je pense qu'il y a une forme de résignation ou en tout cas de lassitude, ce que je comprends et que je partage, parfois, mais j'en veux pas en fait à ceux qui n'arrivent pas à trouver la force de continuer à combattre. J'en veux surtout, aux Mais politiques. tu en crois souvent qu'ils te remercient justement, Ouais, parce ouais, que mais parce qu'ils n'ont pas l'opportunité? je crois que c'est ce qui me touche le plus, en réalité, c'est ce qui me permet de continuer d'avancer. Et ce qui m'indigne en réalité, c'est peut-être pour ça aussi que je souhaite que les gens s'engagent de plus en plus parce qu'en réalité, on a tous la capacité à son échelle, de produire des choses et d'ailleurs, vous avez des millions de personnes, dans les territoires et notamment dans le tissu associatif qui font des choses formidables. Ce qui m'indigne véritablement, c'est le politique qui, semble, croire que, l'émotion est quelque chose de mauvais. D'ailleurs, à chaque fois, dans un certain nombre de plateaux, j'avais, très souvent des hommes, hein, politiques qui m'expliquaient qu'il fallait surtout pas céder à l'émotion et je me rappelle d'un débat où j'avais, c'était un député,
macroniste, où je lui avais expliqué qu'au contraire, c'est parce qu'on avait arrêté d'avoir de l'émotion qu'aujourd'hui, l'actu prenait le pas et que vous aviez un fait divers contre un fait divers et qu'au final, on avait abandonné des territoires entiers justement par manque d'émotion. Et que le politique, justement, il est en capacité d'agir, de trouver de la force pour changer les choses parce que justement, on a de l'émotion. Et aujourd'hui, on fait comme si l'émotion était mauvaise directrice. Et ça me rappelle la phrase de Ségolène Royal qui lui avait La peut-être colère coûté saine. son élection, effectivement, quand elle parlait de colère saine. Oui, je crois qu'effectivement, l'émotion, c'est un peu le fondement, la source de nos engagements pour pouvoir changer les choses. Sinon, on continue à subir et à se complaire dans ce qui ne va pas. Je ne crois pas que ce soit une solution. Alors justement, on avait commencé sur cette mise à l'écart d'une partie de la communauté nationale avec ce code de l'indigénat, avec ces Français dont on ne voulait pas réellement, et ensuite, paradoxalement, on leur reproche de ne pas assez s'intégrer. Et d'ailleurs, on emploie le terme d'intégration pour des gens qui sont nés en France. Quelle bêtise. Mais l'enfance dans une famille modeste en cité rose, tu as connu ça? Ah oui. Et le fait de vivre dans la promiscuité, dans ces difficultés, et ma question, c'est d'abord un constat avant la question, mais on a parqué les gens dans les cités. Lorsque l'on faisait une demande de logement à Paris, on se retrouvait en Seine-Saint-Denis ou dans le Val d'Oise. Il y a un choix politique derrière tout ça. Et ensuite, on s'est plaint que ces quartiers n'allaient pas. Cette vie dans la cité, tu l'as connue, Oui. Bah, moi, je suis effectivement issue de ce qu'on appelle une famille nombreuse, une famille modeste. Jusqu'à ma 10e année, on était 5 dans une chambre avec 2 lits superposés. Ce qui veut dire que mon petit frère avait la chance de dormir avec chacun d'entre nous. Chaque nuit, il changeait de lit. Donc oui, la promiscuité, c'est quelque chose que j'ai connu et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui nous a poussé à un moment donné à faire une demande de logement pour plus grand. On était en HLM. Mais à cette période-là, on était encore dans ce qui était viable, puisqu'on était très proche du centre-ville, on était sur un immeuble de 5 étages, tout le monde se connaissait, il y avait encore une vraie vie de quartier et une forme de mixité sociale. Lorsqu'on demande plus grand, immédiatement, on s'est retrouvé en fait aux abords de la ville. Pour le coup, là, c'était Colombes, mais je me retrouve en fait au Fossé-Jean, qui est une grande cité, et ça me frappe en fait à l'âge de 10 ans, puisque moi, je connais plutôt le centre-ville, bien que il y avait un certain nombre d'HLM, que ce soit la cité Audra, Gagarine, mais on était encore sur des cités ou des petits quartiers qui étaient encore viable à taille humaine. Lorsque j'arrive au Fossé-Jean et je me rends compte du délire architectural, et d'ailleurs je le dis, vraiment, les architectes se sont fait plaisir dans les quartiers populaires. J'arrive, je suis en face en fait de ce qui s'appelle la tour Z, parce qu'elle est effectivement en forme de Z, et elle fait 19 étages. Et c'est extrêmement impressionnant quand vous avez c'est quoi? C'est des 10 ans. dominos jetés sur la table. Ah mais quasiment, en Et fait, vous avez l'impression qu'en fait, on empile des personnes pour essayer d'en caser le plus. Et moi, mon immeuble, il était tout en longueur. C'est la première fois que je voyais un immeuble aussi long, où quand vous sortiez de l'ascenseur, vous aviez des longs couloirs, comme à l'hôpital quasiment. Donc c'est vrai que c'était des immeubles que je n'avais pas connus, que je n'avais pas saisis. Et à 10 ans, je me rappelle que c'est des choses qui m'avaient frappée. Et de la même manière, on avait une forme d'enfermement dans la cité. Moi, j'ai eu la chance, du coup, en ayant ces premières années grandi en centre-ville, en ayant quelques repères, du coup, je sortais peut-être plus facilement du quartier, mais tout était fait pour qu'on y reste en réalité. Vous avez toujours un supermarché, là pour le coup c'était un Leclerc, vous aviez une boulangerie, un tabac, quelques sandwicheries. Et je me souviens, à peut-être 12-13 ans, ils nous ont rapproché la CAF, comme s'il fallait surtout pas oui, sortir du quartier. C'est la seule sortie peut-être qu'on faisait peut-être en dehors du quartier, fallait surtout pas qu'elle soit faite. Donc oui, même quand on est enfant, on se rend compte de ces choses-là et on se rend compte que tout est fait pour pas qu'on sorte alors, de ce quartier. il y a ça conjugué au contrôle aux faciès qui vous décourage justement à sortir, à découvrir la vie au-delà de sa ville. C'est vrai que, alors en tant que jeune fille, c'est moins quelque chose que j'ai eu à vivre. Maintenant, les contrôles aux faciès sont une réalité sociologique, chiffrée et documentée. C'est pas ce qui m'a le plus frappé en réalité dans les quartiers. C'est véritablement cette forme
de vivre enfermé et de vivre avec une forme de violence un peu constante. C'est-à-dire que vous vous sentez pas en insécurité, mais vous savez qu'à tout moment, la détresse ou la violence peut déraper. Moi, je me souviens d'avoir eu un voisin qui a peut-être fait 5, 6 ou 7 tentatives de suicide. C'est des choses qui sont extrêmement marquantes. De la même manière, c'est dans un quartier populaire que j'ai entendu tirer à l'arme à feu, que j'ai vu des gens se courser avec des sabres, que j'ai vu du trafic de drogue, clairement, donc, où à l'époque ça découpait le shit dans les cages d'escalier, où ça vendait. L'époque de l'héroïne, surtout. Bien sûr, l'époque de l'héroïne, où vous aviez des personnes qui effectivement se piquaient dans les caves ou dans les cages d'escalier et qui mouraient. Donc ça, c'est des choses qui vous marquent. Donc même en tant qu'enfant, alors que vous avez des préoccupations d'enfant, c'est-à-dire que vous allez à l'école, vous essayez d'avoir des bonnes notes, vous allez à la patinoire, vous rencontrez des amis, et en même temps, vous avez aussi cet environnement qui est le vôtre, et du coup, vous composez avec cette forme de violence, et cette violence que vous savez anormale, mais que vous intégrez en fait dans votre référentiel. Voilà, donc ça, c'est je crois, ce qui m'a le plus marqué dans une vie, dans un quartier populaire, mais ce que je raconte peut paraître pour certains extraordinaire, mais en réalité, lorsque je discute avec des gens qui sont nés ou qui ont grandi, mais c'est somme toute très commun. Alors, ça tire pas tous les jours, mais ce sont des réalités qu'on a eu tous à vivre. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on y vit bien et en même temps, on a cette réalité qui peut à tout moment déraper. Alors Rose, justement, je voulais aborder ce sujet. Je t'ai quand même posé la question avant, savoir si on pouvait traiter de ce sujet. Tu m'as dit que oui, que tout ce qui était dans le livre, on pouvait l'évoquer. Je te demanderais au sujet de ta santé. Alors, on te découvre un cancer. Exactement. À quel âge? À 12 ans. Je suis en 5e. Je me rends compte que j'ai une certaine bosse au niveau du cou. Je découvre plus tard que c'est des ganglions. On fait un certain nombre de spécialistes avec ma maman pour essayer de comprendre ce que j'ai. Et puis, faute de trouver, on prend rendez-vous auprès d'un ORL, d'un professeur Théier d'ailleurs, à Lumouriez, qui est l'hôpital de notre ville, l'hôpital public de notre ville. Et c'est aussi pour ça que je chéris les services publics, parce qu'on a la chance d'avoir des grands professeurs dans notre service public. Et donc, il pose ce diagnostic qui est la maladie d'Hodgkin, qui est effectivement une forme de cancer du sang, qui produit un certain nombre de ganglions, plus ces ganglions prospèrent et plus ça atteint les fonctions vitales et en définitive vous risquez de décéder. Et donc il me prend en charge. Il y a toute une période où je me fais opérer pour enlever les ganglions. On essaye avec un certain nombre de médicaments de peut-être diminuer l'impact de ces ganglions, ce qui marche pas trop. Et puis du coup on décide derrière de réaliser une chimiothérapie et une radiothérapie pour guérir pleinement. Et c'est effectivement l'un des événements marquants de mon enfance, d'une part parce que c'est ce qui m'a permis peut-être intérieurement de pousser les premiers rendez-vous, tu y allais toute seule? Alors, les premiers rendez-vous, non, j'y allais avec ma mère, c'est-à-dire pour découvrir ce que j'avais, et c'est vrai que quand elle apprend par le professeur Théier ce que j'ai, oui, et qui lui dit véritablement: rassurez-vous, votre fille va guérir, elle est prise en charge, on a le protocole, elle va guérir. À ce moment-là, ma mère est complètement rassurée. Je suis pas sûre qu'elle saisisse pleinement de ce que c'est qu'une chimiothérapie. Oui, mais quand elle te dit vas-y, tu prends le bus. C'est ça. Et effectivement, ma première séance de chimio. Est-ce que c'est une façon de dédramatiser finalement la chose? Non, je pense que ma maman a beaucoup été présente du coup quand on recherchait ce que j'avais, mais que elle était maman de 5 enfants, que elle avait aussi une réalité professionnelle puisqu'elle était assistante maternelle. Ma mère était couturière puis assistante maternelle, et que en tant que maman, elle devait effectivement gérer sa vie de famille. Et puis, je crois que depuis tout jeune, on a une forme de responsabilité, que ce soit administratif, avec nos parents. Donc c'est vrai que on a toujours été très mature quand on est enfant d'immigrés ou quand on est enfant des quartiers. Donc oui, je vais à cette première séance de chimio toute seule, et d'ailleurs même toutes les autres, ce qui aura été... je crois que c'est l'une des journées dont je me souviens le plus, puisque quand j'arrive, alors il faut savoir que le samedi avant cette première séance de chimio qui a eu lieu un lundi, ma mère m'emmène au coiffeur Saint-Algue, oui, qui est un coiffeur... C'est dans le livre. C'est dans le livre.
livre, qui est un coiffeur en fait de personnes âgées. Et j'arrive moi avec des cheveux extrêmement longs, parce que j'avais les cheveux jusqu'au bas du dos, et je suis obligée de faire une coupe garçonne. C'est ce que m'avait demandé en fait le médecin. Donc je sors de là. Mais ça va pas assez loin. Non. Alors, exactement, et ça va pas assez loin. Donc moi déjà, je passe le week-end à me détester avec cette coupe garçonne. On est dans les années 90, hein, donc compliqué à porter. Et puis quand j'arrive à cette première séance de chimio, je suis frappée par ce qu'aujourd'hui on maîtrise et on connaît, c'est le manque de temps de la part des infirmières. Et elle me dit, oula ma puce, tes cheveux sont encore trop longs, si tu les coupes pas, tu vas être comme ça. Et je me rappelle en fait de ce geste, et bien qu'elle soit très douce, très tendre, elle est prise par le temps et elle me dit, mais moi je dois m'occuper des autres patients. Elle me sort une paire de ciseaux qui faisait probablement mon avant-bras, j'ai 12 ans à ce moment-là, et elle me dit, tu vas vite aux toilettes, tu te coupes les cheveux, et après je t'installe pour ta chimio. Et donc à 12 ans, je me retrouve dans les toilettes d'un hôpital à me couper les cheveux toute seule, un peu comme Édouard aux mains d'argent. Et oui, je crois que j'apprends à ce moment-là à pleurer dignement et à presque rentrer dans le monde de la vie des adultes, puisqu'en plus j'étais en déambulatoire, donc j'avais que des personnes relativement âgées autour de moi. Et donc oui, je suis plongée dans la réalité de la vie. T'adoptes la casquette? J'adopte la casquette, exactement. J'adopte la casquette. Et il y a un passage où justement tous les profs le savent plus ou moins, sauf un prof de PS qui te demande de la retirer. C'est-à-dire qu'on avait un CPE qui avait informé effectivement l'ensemble des professeurs, puisque vous n'avez pas le droit d'avoir un couvre-chef quand vous êtes en classe, sauf que moi je perdais mes cheveux. Et donc à l'époque on n'avait pas les perruques, donc je perds mes cheveux, et donc je suis obligée de mettre une casquette ou un bonnet casquette. Et ce jour-là, le prof de sport, alors qu'on est en extérieur, il me demande de l'enlever. Et forcément je lui tiens tête, parce qu'il est hors de question pour moi déjà d'en parler en public à ce moment-là, parce que j'ai pas du tout envie de le faire. Et puisque c'est pas le moment, à aucun moment j'ai partagé ce moment-là avec mes camarades de classe. J'ai vécu effectivement ma maladie assez seule, bien que mes 2 copines étaient au courant, et même au sein de ma famille, c'est-à-dire que j'ai énormément protéger mes parents. J'avais le souhait de ne pas les rendre tristes. J'avais conscience de mon état. Et mon objectif, c'était de leur montrer que j'allais bien. Il y a l'une des opérations où je me réveille et je vois mon papa pleurer. Ça, j'en parle pas dans le livre. Et je me réveille et je me souviens l'avoir consolé en disant tu pleures pas, tout va bien, ça va pas, mais regarde, ils viennent de m'opérer, et puis après ils vont me soigner, et je me rappelle avoir presque consolé, voire bousculé un peu mon papa, et du coup ça m'a énormément marqué, et je crois que c'est un peu ce que je continue à faire, essayer de faire en sorte que ma famille, mes proches, ou en tout cas mes parents aillent bien et n'aient pas à s'inquiéter pour moi, et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup vécu ou confronté la maladie seule, et c'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai une forme de combativité. Ouais. Oui, je pense. Un autre sujet, pareil, hein, sur la santé. Oui. Ton frère Hakim, qui souffre d'une maladie rare. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus? Mon frère Hakim, on a découvert un neuro-B7 il y a à peu près 2 ans. C'est une maladie rare, maladie qui touche à peu près 10 personnes par an, ce qui est très peu. Donc c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir, mais dont on sait arrêter l'expansion. Et donc c'est une maladie où vous avez une forme de dégénérescence physique et aussi neurologique. Donc ça nous a effectivement frappé. Moi, mon petit frère, on n'a qu'1 an de différence. Donc c'est une maladie qui l'a touché à ses 36 ans, ce qui est assez compliqué de voir ses proches diminuer. Et forcément, ça a fait écho à ma propre maladie que j'ai eue jeune. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi à lui donner beaucoup de courage en lui disant mais ça va aller. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Mais je sais pas si c'est pas plus facile de l'avoir vécu enfant. À l'âge adulte, c'est compliqué parce que sa vie a été totalement transformée. Forcément, il a beaucoup plus de mal à travailler. Bon, il ne travaille pas, puisqu'on a beaucoup de mal en fait avec le fait de faire travailler des personnes qui sont en situation de handicap. Et je ne parle pas d'handicapés, mais de personnes en situation de handicap. Et puis, c'est effectivement le fait de perdre aussi un de ses amis, parce que vous avez après une différence de vie sociale, clairement.
Et Problème d'élocution qui s'installe. problème d'élocution, effectivement, qui s'installe, bien qu'il ait toutes ses capacités, toutes ses facultés intellectuelles, qu'il a sa mémoire, qu'il est terriblement drôle, qu'il fait des blagues. Il y a effectivement des moments où on sent qu'il est en situation de handicap. Et ce qui m'attriste le plus, c'est le fait de savoir que sa vie sera plus jamais la même, mais surtout de voir à quel point notre société est pas aujourd'hui en capacité d'accepter en fait des personnes fragilisées. C'est le cas pour les personnes âgées, pour les personnes qui sont dépendantes, et c'est aussi le cas pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est du mépris ou si la dureté ou la violence de la maladie fait tellement peur aux gens qu'on préfère faire en sorte de ne pas les voir. On s'isole. Et en tout cas, on les isole pour ne pas avoir à les confronter. Je pense que le fait de voir des gens en situation de handicap ou malades, ça renvoie peut-être les gens à leur propre peur, et du coup, on préfère faire en sorte de ne pas les voir. Moi, je déplore qu'on les sorte quasiment que pour le Téléthon, et que le reste de l'année, ils sont totalement invisibilisés. Donc, c'est quelque chose qui me fait terriblement mal. Et c'est l'un des combats que j'aurais peut-être apporté sur le fait qu'on isole complètement les familles. J'en parle dans le livre, le dossier MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées. C'est encore un dossier, comme un dossier CERFA quasiment, que vous devez remplir de façon manuscrite. C'est très compliqué d'ailleurs au début de la maladie de voir comment elle va évoluer. C'est limite décourageant aussi. C'est extrêmement décourageant. Et puis surtout au début, on pense qu'on va réussir à faire face, sauf que quand on a certains handicaps, ça demande énormément d'être stimulé, et que parfois on a besoin d'aide. Et c'est vrai que cette aide, on la perçoit pas forcément au début. On pense qu'on va réussir à y faire face, et donc on laisse un petit peu dans la détresse et dans le désarroi les familles. Le dossier, il a mis presque 1 an, bien qu'on raconte que le dossier met 6 mois, c'est faux, ça a mis presque 1 an à être réalisé. Et qu'en 1 an, vous avez énormément de choses qui peuvent se dégrader, et le fait de se dire de refaire un dossier, parce qu'à chaque fois que vous modifiez, que vous faites une nouvelle demande, vous êtes reparti pour 1 an. Et c'est extrêmement décourageant. Donc j'arrive pas à comprendre comment des institutions comme les impôts ou Pôle emploi ont réussi à se digitaliser, et comment une institution comme la MDPH, où on doit véritablement mettre l'humain au cœur de son action, on soit encore aux années 90, quoi. Donc oui, je pense que c'est... Il y a beaucoup à faire. Il y a encore énormément à faire pour faciliter les personnes en situation de handicap et les familles plus globalement, et puis aussi le regard dans la société. Clairement, le regard dans la société, c'est je crois, ce qui me touche le plus quand on sort au restaurant ou qu'on l'emmène en activité. Oui, cacher ces malades que je ne saurais voir. Oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Et oui, je crois que ça participe du fait qu'on ne les voit pas assez. C'est une réalité qu'on n'a pas envie de voir. Alors Rose, alors c'est le dernier sujet sur la santé de maman. Oui. Alors, elle est atteinte d'un cancer du sein. C'est ça. Donc, c'est quoi? C'est l'histoire qui bégait. On se retrouve encore dans rebelote en fait. Mais en réalité, ce que je raconte, parce que ça peut paraître assez terrible, parce que je l'ai vécu, ma mère aussi, mon frère. Mais en fait, c'est une réalité qui est très commune à des millions de Français, je pense. Et oui, effectivement... Ma maman, qui a eu à s'occuper de mon frère, forcément, lorsqu'il était malade, et ça s'est enchaîné avec le Covid, a oublié de faire sa mammographie, parce que c'est tombé, le rappel, en plein Covid. Alors bien que les c'est à partir hôpitaux de étaient ouverts. 50 ans, les mammographies. Exactement, à partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans, je crois. Et elle en a conscience. Elle me dit, j'ai loupé mon rendez-vous de mammo, mais dès que ça va mieux, je vais aller la faire. Effectivement, elle a raté 1 année, et 1 année un peu fatale, puisqu'effectivement on découvre qu'elle a un cancer du sein, et encore une fois la prise en charge, elle est terrible en hôpital public, là où moi effectivement on a eu à tomber sur des gens formidables. La personne lui annonce de façon très brute. Alors, je vais y venir. Oui. C'est bonjour Madame Améziane, asseyez-vous, vous avez un cancer. Exactement. Je vous propose un rendez-vous jeudi. Je vous opère le 15, préparez-vous. Et je crois qu'elle bégaye à ce moment-là, et elle dit non, je vais en parler à mes filles, comme si elle avait besoin de notre autorisation. Elle a eu quand même cette lueur d'esprit. Mais je pense que c'était tellement violent. Ouais. Il faut comprendre qu'elle fait une ponction.
en fait, sur le sein. Elle attend angoissée pendant 2 semaines ces résultats. Et ce rendez-vous, elle est pendue aux lèvres de ce chirurgien et qui lui balance cette réalité, mais sans aucune forme, parce qu'il n'a pas le temps. Et donc, il lui dit « Bonjour, Madame Asiane. Donc, effectivement, c'est un cancer. » Effectivement, d'ailleurs, elle ne le comprend même pas. Donc, effectivement, c'est un cancer. Je vous opère dans 15 jours. Préparez-vous. Et en fait, elle est tellement... rapide cette vérité amenée qu'elle refuse à ce moment-là et elle dit non j'en parle à ma fille, je reviens vers vous et il lui dit mais dépêchez-vous hein, parce que les places au bloc sont rapides et ma mère revient vers nous en me disant bah voilà elle nous l'annonce et elle est tellement catastrophée que à ce moment-là, on déploie une énergie folle pour la faire accepter à l'Institut Curie, que je salue et qui ont été des gens mais formidables, véritablement, et qui l'ont pris en charge sur Saint-Cloud, si je dis pas de bêtises. Et là, on a rencontré des chirurgiens, du personnel à l'écoute. Attentif et qui allait jusqu'à même décider en fait le type de cancer qu'elle avait, comment ils allaient l'opérer et bien qu'elle ait 75 ans, qu'elle avait aucune envie de perdre son sein, le fait de se sentir écouter, de prendre le temps de digérer en fait cette maladie, l'acceptation. Exactement. Et puis on a vécu ça comme on savait faire, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Et je me rappelle quand le chirurgien lui annonce, parce qu'elle a eu 2 opérations, une première où on a tenté de sauver le sein, et une seconde où il fallait absolument qu'on lui enlève, même si entre les deux on a découvert qu'elle était cardiaque, ce qui a ajouté une petite difficulté. Assez tendrement, je lui dis mais maman, ce sein c'est plus comme si tu t'en servais et du coup ça l'a fait rire et elle a dit ok on l'enlève donc oui je crois que quand on a à vivre ces choses là il faut les vivre avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et je crois qu'il y a une partie de nos institutions, et en tout cas de nos services publics, qui peuvent parfois manquer cruellement d'humanité. Et je crois que si la crise des gilets jaunes, mais dans d'autres choses, si on se bat beaucoup pour nos services publics, c'est entre autres pour ça, pour le fait d'être pris en charge, par exemple, à 100% quand on a un cancer, pour le fait d'être reçu avec bienveillance, avec humanité quand on est amené à souffrir. Donc oui, c'est aussi beaucoup ça que je raconte dans le livre. Très bien. Un autre sujet, celui de ta scolarité. Alors, tu es une élève brillante. Brillante, je sais pas, mais pas une mauvaise élève en tout cas. Non, enfin, dans le livre, en tout cas, tu es présentée comme une élève qui réussit bien. Et en fait, le sujet, c'était, je l'ai titré ainsi, les conseils de désorientation. Autant on connaît le problème de beaucoup de jeunes qui sont... pour les filles orientées vers un BEP secrétariat et les garçons vers un BEP coiffure ou esthétique, mais oui. Et à côté de ça, même peine pour les élèves qui travaillent bien et qui du coup ne sont pas aidés. Oui, parce qu'en fait, c'est une compétence qu'on ne maîtrise pas à cette époque et encore maintenant d'ailleurs, l'orientation des jeunes. Être en capacité de faire découvrir des métiers à la jeunesse, d'être en capacité de leur offrir des rôles référents, d'être en capacité de leur donner des cursus pour atteindre en fait les bons diplômes, c'est pas quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui dans l'éducation nationale. Et donc il y a 2 choses. La première, c'est qu'on avait et qu'on a toujours une conseillère en orientation, mais pour tout le bahut, ce qui est juste impossible quand on travaille sérieusement ces questions-là d'orientation. C'est juste impossible mathématiquement. Est-ce que ces conseillères d'orientation, est-ce qu'elles ne fonctionnent pas à l'envers, à savoir, il y a un marché où on a besoin de main-d'œuvre, et donc dans ce cas-là, je vais orienter ces élèves plutôt sur ce domaine-là. Alors c'est un peu le cas, mais là pour ma part, par exemple, on n'a pas tenté de m'orienter vers une voie, ça a été un peu l'inverse. C'est-à-dire alors raconte l'anecdote avec un prof. C'est mon professeur principal en fait, mon prof de français. J'ai mis dans mes choix en fait STT parce que ma sœur a fait STT, qu'elle travaille dans une banque et je me dis bon je vais faire du commerce comme ma sœur parce que à ce moment-là c'est ma référence. Bien que j'étais passionnée par les métiers de la justice et notamment le métier d'avocat, ma référence c'est l'université de Nanterre et j'ai beaucoup plus de gens qui retapent 3 fois leur première année leur première année de droit et donc du coup je me dis on n'est pas sur un cadre ultra structurant l'université, n'y va pas, tu risques de peut-être être comme ces personnes qui font 2 ou 3 fois, qui repiquent leur année. Et donc du coup, je me dis, oriente vers ce que tu connais, c'est-à-dire le commerce et ce que faisait ma sœur. Et donc je choisis
la filière STT, qui est une filière technique, et à ce moment-là, je comprends même pas que je sors du général en réalité. Et ce prof principal tente de me convaincre de faire une première L ou une première ES, en me disant j'en ai les capacités. Et je comprends pas en fait, et je l'interroge en lui disant mais c'est-à-dire j'en ai les capacités, ça veut dire que STT c'est une voie de garage, et moi je mets les mots en fait. Il me dit non, pas du tout. Alors donc il essaye de mettre les formes, mais oui, il considère à ce moment-là que STT n'est pas une voie d'excellence, alors que pour moi, on est sur du technique qui mène à un métier concret. Et quand je lui demande à quel métier mène une filière littéraire ou une filière économique et sociale, il est incapable de me donner un métier si ce n'est prof. Et chose que j'ai pas du tout envie de faire. Et je lui dis d'ailleurs, désolé, je veux pas du tout être insultante, mais j'ai aucune envie d'être prof. Donc vers quoi ça va me mener? Et son manque en fait de matière, de connaissances, de compétences même dans le domaine, fait que assez affirmé déjà à l'époque, je fais effectivement une STT. Et donc c'est là où je m'aperçois des années après que même pour des bons élèves, on peut parfois ne pas, c'est pas même pas de mal les orienter, de pas les orienter, et donc avoir un cursus. Alors j'ai aucun souci après avec mon parcours et même ma carrière professionnelle, mais c'est dire à quel point les rencontres que vous avez à faire, l'environnement dans lequel vous grandissez ou dans lequel vous vivez, peuvent conditionner aussi pleinement un petit peu vos choix. Alors, tu as été directrice de banque. C'est ça. J'ai fait ça aussi. Oui. Et alors, RAC, tu peux m'en parler un petit peu? Résilience Emploi Conseil. Alors, effectivement, j'ai fait une première carrière dans la banque. J'ai fait à peu près 10 ans. J'ai démarré à l'accueil. J'ai terminé à la direction d'une agence. J'ai adoré mon métier, véritablement. J'avais le sentiment d'être au cœur de la vie des Français, donc c'était génial pour ma part. Et puis, justement, le travail que je n'avais pas fait plus jeune, j'ai eu envie de le faire à ce moment-là. Et comme aujourd'hui, c'est assez classique de réfléchir un peu à ce qu'on a envie de faire. Et j'ai décidé de faire un bilan de compétences pour savoir ce pourquoi j'étais faite. Et comme je n'avais pas forcément des perspectives au sein de la banque, puisque les évolutions sont très souvent linéaires ou verticales, je me voyais pas continuer à la direction régionale et continuer en fait à gérer plusieurs agences. Changer de banque tous les 2 ans. C'est ça, c'est un peu le principe. C'est vrai que quand vous rentrez dans la banque, à aucun moment quand vous provenez du réseau, on vous imagine au marketing ou on vous imagine dans d'autres services. On vous cantonne en fait au réseau et à la commercialisation en fait des produits bancaires et éventuellement après à la direction et au management. Et donc, du coup, je fais ce bilan de compétences et vu que j'aime les gens, et je pense que c'est une caractéristique qui m'a beaucoup suivie, je découvre les métiers du social et notamment les métiers de l'insertion. Alors, j'ai vite compris que les métiers du social comme EduxP ou assistante sociale étaient trop longs, c'est-à-dire que c'est 3 ans de diplôme, ce qui est normal, mais donc du coup, dans un projet de reconversion, c'est juste impossible quand vous avez des factures à payer et un loyer. Et donc, du coup, je me suis orientée vers ce qui était aussi le plus rapide, c'est l'insertion professionnelle, donc je me reforme à ce moment-là et je découvre les métiers de l'insertion et me voilà lancée dans ce nouveau secteur, dans ce nouvel environnement. Je deviens conseillère en insertion, puis ensuite chef de projet, pour ensuite devenir directrice régionale et ensuite créer ma propre structure. Rosa Méziane Conseil. Rosa Méziane Conseil. Je me suis pas foulée pour le nom, je l'avoue, mais au moment de la création, il fallait faire vite et donc du coup voilà, j'ai créé mon cabinet et aujourd'hui je travaille avec un certain nombre d'institutionnels notamment pour permettre aux gens de retrouver le chemin de l'emploi et surtout le chemin de la création d'entreprise puisque j'accompagne un certain nombre de créateurs d'entreprises. Par ailleurs, tu es aussi présidente de Move des Territoires. Move Territoire, alors, exactement. Move Territoire, alors, j'ai rajouté un D. Move Territoire, alors ça consiste en quoi? Mouvement pour l'émancipation des territoires que j'ai créé avec Malik et tout. Qu'on salue. Exactement, avec qui je sévis parfois au niveau associatif. On a créé cette association tout simplement pour essayer de faire rayonner les quartiers populaires et donc on réalise un certain nombre d'actions, donc ça peut être des débats publics, avant la mode des grands débats, donc on amène beaucoup d'acteurs de quartier à venir débattre au Sénat, à l'Assemblée nationale. On réalise un certain nombre d'actions comme les JAL, les Jeunes Ambassadeurs de la Laïcité. La laïcité est un principe républicain qu'on a énormément dévoyé ces dernières années. Et donc, du coup, on avait l'objectif de transmettre, d'outiller notre jeunesse à ce que c'est que la laïcité et leur permettre de comprendre qu'en aucun cas la laïcité est un glaive, mais plutôt un bouclier qui leur permet effectivement de vivre pleinement qui ils sont. C'est-à-dire la possibilité de croire ou de ne pas croire et le fait de pouvoir pratiquer, s'ils le souhaitent, leur religion et donc leur donner des repères historiques
et juridique sur ce que c'est que la laïcité. Et donc c'est l'une des actions. On fait également des actions sur le rapprochement police-population à travers les femmes notamment. Donc voilà, on a décidé de réfléchir avec les habitants des quartiers à des actions qui pouvaient les intéresser et leur permettre de répondre à un certain nombre de problématiques. Du coup, ton rôle dans les médias, alors pour le coup, tu commences sur certaines radios dites communautaires. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a commencé ensemble sur une On a effectivement commencé, effectivement, c'était sur Radio France Maghreb à l'époque. Absolument. Et donc, tu faisais une chronique qui s'appelait Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, j'ai fait ça. Ouais. Ah bah, les yeux dans les yeux, alors. Et donc, Rose, les yeux dans les yeux, aujourd'hui, enfin, on connaît le chemin que tu as parcouru, cette capacité, justement, cette assignation à résilience, j'ai envie de dire. Très joliment dit. Et cette volonté, justement, t'y vas, tu te présentes au siège de RMC, c'est ça. Tu forces un peu le passage. En fait, à la base, moi, je fais les choses avec beaucoup d'amusement. C'est-à-dire que je réalise, que ce soit d'ailleurs dans ma vie professionnelle ou personnelle, les choses parce qu'elles me font kiffer, pour parler comme les jeunes. Et je pense que tu as eu à le voir sur Radio France Maghreb. C'est d'abord beaucoup parce qu'on s'amusait beaucoup à débriefer l'actu. Et quand je rencontre Malik, il me dit, lors d'une émission qu'on a fait ensemble, il me dit, écoute, t'as vraiment une personnalité atypique et tu devrais te présenter aux grandes gueules d'RMC. Donc, il me met un peu à défi d'aller les voir, ce que je réalise un vendredi, où je vais en bas de l'immeuble d'Altis, qui est le groupe BFM TV RMC, pour rencontrer Alain Marchal et Olivier Truchot, qui sont les deux animateurs vedettes des grandes gueules d'RMC. Et en fait, quand je me présente en bas de l'immeuble, je rencontre Maxime Daridan, que j'avais rencontré 1 mois et demi auparavant dans un débat au Sénat sur l'image des quartiers populaires dans les médias, et avec qui j'avais très bien accroché, et qui m'avait dit tu devrais faire de la télé, t'as vraiment quelque chose. Il me laisse sa carte, mais à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir rencontré un casteur d'acteurs de cinéma, où il me dit tu devrais être mannequin, tu devrais faire du cinéma, et qui me laisse sa carte. Donc je le prends pas du tout au sérieux. Et quand Malik et tout me le propose, et qui me met plutôt à défi d'y aller, du coup je relève ce défi et j'y vais. Et donc quand il me croise en bas de l'immeuble, il me dit qu'est-ce que je fais là, et je lui raconte un petit peu ma démarche, et il est estomaqué de voir que j'ai pas pris soin de l'appeler alors que j'avais ses coordonnées, et qu'en revanche je viens en bas de l'immeuble pour apostropher les deux animateurs de vedettes. Ça l'amuse. Et donc du coup il me fait rentrer au sein de l'immeuble. Tu vois Jean-Jacques Bourdin qui passe, je vois Jean-Jacques normal. Bourdin, je vois un peu tout le monde. Donc moi je suis très amusée quand je pénètre des environnements qui ne sont pas les miens. Je suis pas impressionnée, mais ça m'amuse beaucoup. J'ai toujours l'impression de rentrer par effraction, et en même temps d'être à ma place là où j'ai envie d'être. Donc je m'amuse un peu de cette situation. Là où tu as envie d'être, ou là où tu dois être, justement? Ah non, là où j'ai envie d'être, j'ai pas en tout cas, je refuse de faire les choses par obligation, même si parfois je sens que j'ai une forme de responsabilité, mais je fais les choses d'abord parce que j'ai envie. À travers le sens des responsabilités, fait de ne pas être défendu, le fait de ne pas toujours donner la parole à une femme, justement, sur des problèmes de liberté vestimentaire ou autre. On n'entend pas souvent des femmes... C'est un peu l'objectif de ma démarche. Quand je vais voir les GG, je leur explique qu'il manque peut-être un peu de pluralité autour du plateau, que de par mon parcours et ma trajectoire, j'ai peut-être un regard plus nuancé, plus authentique de certains sujets, et que j'ai envie de leur amener. Donc c'est effectivement l'objectif de ma démarche. Alors je me sens pas des velléités à représenter les quartiers populaires. Je crois que on a énormément de porte-voix, et d'ailleurs les quartiers populaires ne sont pas un groupe social homogène. Il y a énormément d'avis, énormément de porte-voix, et c'est nécessaire. Il faut véritablement expliquer que les habitants des quartiers populaires, il n'y a pas de portrait robot en fait. Vous avez autant d'anarchistes que de capitalistes, hein. Donc faut comprendre que les quartiers ont de multiples voix. Il y a une hétérogénéité. Oui. Exactement. Et donc j'avais envie effectivement de porter un certain nombre de sujets, et c'est un peu l'objectif de ma démarche. Et puis c'était un vendredi midi, donc ils étaient déjà partis en week-end, et on a encore une fois une longue discussion avec Maxime Daridan. Il décide d'envoyer un mail. Je lui dis de toute façon, s'il me rappelle pas, on se revoit vendredi prochain. Ça l'amuse. Il fait un mail à la productrice Anaïs Sens, que je salue, qui me rappellera le lundi suivant, et qui me proposera
le mercredi de faire un test. Et très naïve, je lui dis d'ailleurs, est-ce que c'est un test voix pour le micro et pour la caméra? Elle me dit non, c'est un test grandeur nature. Tu participes à l'émission de mercredi. Et voilà comment je suis jetée dans le grand bain des médias mainstream, comme on dit. Et puis ça aura continué encore aujourd'hui. Dans d'autres émissions comme Punchline. Comme Punchline avec de Laurence Morandini. Ferrari, comme Morandini sur CNews. Effectivement, j'aime les émissions punchy. Alors, une chose que je n'ai pas constatée dans le livre, la place des femmes dans la société. Tu es une femme et tu revendiques justement ces droits parce que, enfin, tu le fais, mais tu n'as pas besoin d'en parler dans le livre. Moi, je voudrais rappeler juste quelques dates. Hein. Alors, l'écart salarial, enfin, le problème de l'écart salarial entre les hommes et les femmes, le droit de vote en 1945, 1965, droit d'ouvrir un compte et gérer ses biens, travailler sans accord préalable de leur mari. Enfin, 1965, c'était hier. Il y a tant à faire. Aujourd'hui, on est encore dans une société misogyne. Oui. La femme doit jouer des coudes pour trouver sa place. Bah, moi, je l'ai toujours fait. Je ne sais pas si je l'ai fait en tant que femme, en tant qu'enfant d'immigrés, en tant qu'enfant des quartiers, en tant que fille d'une famille modeste. Peut-être que je l'ai fait à tous ces titres-là, en réalité. Donc là, combattre ou faire ma place, ça a été un peu quelque chose de naturel, peut-être chez moi, et j'ai pas forcément conscientisé le fait d'être féministe, mais oui, je pense que je le suis profondément. Et puis moi, j'ai travaillé dans un milieu d'hommes, la banque, même si vous avez un certain nombre de femmes, ça reste un milieu d'hommes. Il n'y a pas besoin d'être une femme pour être féministe. Non, je pense que déjà, effectivement, il n'y a pas besoin d'être femme pour être féministe. Par contre, c'est des sujets que j'ai eu à porter avec l'actualité énormément, vigoureusement. Vous pourrez retrouver des clashs, notamment sur le football féminin, sur un certain nombre de violences sexuelles, ou aussi sur de la pédocriminalité. Donc, enfin, oui, c'est forcément fatalement des sujets qui nous portent, mais qui nous portent en tant que société. Je me sens pas forcément concernée en tant que femme, je me sens concernée en tant que citoyenne en réalité. Et oui, on a encore beaucoup à faire. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où mon papa était profondément féministe. Je le raconte là où il est plutôt d'usage de construire, de bâtir sa maison dans le village paternel. Moi, c'est dans le village maternel. C'est dans le village maternel qu'on a construit notre maison en Algérie. Mon papa, quand ma mère qui continuait à aller en Algérie pendant la guerre civile qu'il y a eu dans les années 90, c'est vrai que c'est mon papa qui s'occupait de nous pendant 5 étés, donc il s'occupait de 5 enfants, à leur faire à dîner, à leur faire leur toilette, à les emmener au parc, à les emmener au centre de loisirs. Donc oui, je crois que j'ai grandi aussi avec cette figure paternelle assez féministe et que du coup, j'ai pas été peut-être formatée dans certains rôles préconçus, bien que ma mère s'occupait aussi du foyer, inévitablement. Mais voilà, je crois que j'ai pas peut-être eu les référentiels que d'autres ont pu avoir. D'ailleurs, tu pars au ski avec une copine et tu l'as au téléphone. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, on a une vraie complicité avec mon papa. Alors faut savoir que mon papa a quitté. Alors très jeune, il a travaillé. Il est sorti de l'école. Un peu parce que la guerre commençait déjà à l'époque, donc il est sorti de l'école et donc pour s'en sortir, il vendait des billets de tombola avec un paquet de gâteaux à gagner. Il a vendu du pain également dans les villages et assez jeune, je crois à 15 ans, il a rejoint la capitale Alger pour vendre des journaux et puis ensuite travailler dans la restauration. Et je le dis d'ailleurs, c'est probablement de là, sur les longues plages algéroises, qu'il a forgé ses mollets de cycliste, puisque mon papa a véritablement la ligne et c'est un grand marcheur, pas le marcheur avant l'heure, mais marcheur avant l'heure. Et c'est vrai qu'à 17 ans, il réussit à avoir l'autorisation de sa maman, son père lui refusant, pour rejoindre la France et venir travailler en France à 17 ans, là où il atterrira, donc dans les bidonvilles de Nanterre. Et donc, moi, j'ai ce récit, cette histoire de mon papa qui a toujours fait ce qu'il voulait, ou en tout cas qui avait l'audace de vouloir faire ce qu'il voulait. Donc on a toujours eu ces échanges assez complices et
un jour, j'avais le souhait d'aller en week-end au ski avec ma copine Laura, j'avais 17 ans, elle en avait 18, elle était déjà titulaire du permis de conduire, et on décide comme ça, d'un coup de tête, comme souvent quand on est jeune, de partir en week-end au ski, pas du tout équipé pour d'ailleurs, pour l'anecdote, et je l'appelle à 20h. Je sais plus si c'est moi qui l'appelle ou si c'est lui qui m'appelle à 20h, parce que à 20h, c'est le sacro-saint journal de Claire Chazal, on doit tous dîner à la maison. Exactement, tout le monde doit être là à 20h pour dîner. Et donc, quand il m'appelle, je lui dis bah non papa, je peux pas être là pour le dîner, je suis au ski. Sur le même ton que tu le dis. Exactement, ouais, sur le même ton. Il me dit bon allez, arrête de déconner, t'es où? Et je lui dis non papa, je suis véritablement au ski. Et d'ailleurs, il fait très beau. Il commence à sentir les choses et il me dit t'es pas sérieuse? Et je lui dis si complètement. Et donc il me dit mais pourquoi tu m'as pas dit? Je lui dis non papa, si je t'avais demandé l'autorisation t'aurais refusé. Et ça l'amuse en fait, autant de franchise. Tu sens le sourire derrière. Je le sens déjà à sa voix, et je crois qu'à travers mon audace, il reconnaît un peu la sienne, et ça l'amuse autant de franchise, et il rigole et il me dit tu restes combien de temps? Je dis 2 jours, c'est juste un week-end, j'ai l'école lundi, et il me dit bon tu m'envoies une carte postale et tu m'appelles tous les jours, et voilà comment aussi je me lie avec mon papa et que je grandis aussi dans ce cercle familial où au final on a la chance d'aussi, même si on a un cocon très protecteur, d'expérimenter des choses et d'essayer un exemple de tolérance. Ouais, bien sûr, aussi un exemple de tolérance. Bon, je l'ai pas fait tous les jours non plus, ça lui aurait pas plu. Ça l'a fait rire une fois, je l'ai pas tenté non plus constamment. Alors Rose, un sujet qui est pas anodin, c'est la rupture entre le citoyen et le politique. Et sur l'anecdote de Samia Ghali à Marseille, si tu permets, on regarde juste une vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu la colère que j'ai pu avoir. Je comprends la colère, moi, de ces messieurs. Et je trouve ça dommage que vous les attaquiez parce qu'ils sont propriétaires. Les propriétaires ont droit exactement à la même tranquillité. D'accord? Ils ont droit exactement à la même vie normale que vous pouvez vivre. D'accord? Vous leur dites que c'est des attaques personnelles. Non, madame. Non, madame. Vous n'avez pas de baguette magique. Moi, je peux l'entendre. Vous n'êtes pas responsable de 30 ans de désastre de politique. Ça, je peux l'entendre. Mais madame, ça fait très bien. Mais ça fait 20 ans que vous vivez de la politique française, madame. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que vous êtes animatrice. Vous êtes là pour faire votre animatrice. Non, madame, la différence entre vous et moi. La différence entre vous et moi. La différence entre vous et moi. Mais vous faites l'animatrice là. Là, vous êtes là pour faire l'animatrice. Et que quand on gagne de l'argent public, madame, quand on gagne de l'argent public, quand on leur doit la vérité. Mais moi, je dois la vérité. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir un dialogue calme et apaisé. On est dans une clownerie là. On n'est pas dans une cour de récré. On n'est pas dans une cour de récré. Je suis désolée, mais vous devez prendre votre part de responsabilité. Vous savez ce que j'ai fait pour parler? Mais peu importe, madame. Qui vous permet de juger quelque chose? Vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles. Qui vous permet de juger quelque chose? Vous arrivez à dormir sur vos deux oreilles quand une cité dans votre propre ville se transforme en favelas. Vous arrivez à dormir tranquillement, sincèrement. Mais sincèrement. Mais moi, vous savez, madame, je gagne ma vie. Je gagne pas de l'argent public. Je vous ai attendu. Je gagne ma vie. Je ne vous attends pas, moi. Je n'attends pas l'argent public pour construire ma piscine dans les hauteurs de Marseille. Faites attention là. Attention là. Moi, madame. Attention là. Arrête maintenant. On arrête de pousser. Madame, ces gens-là ont élu. Là, moi je suis désolée, elle doit arrêter de parler là. On va arrêter. On va se calmer un petit peu. Alors Rose, on vient d'assister à ce passage. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fait, on est alerté par la situation dans la cité de la Calisté, qui d'ailleurs n'est pas une cité HLM. On est sur des immeubles privés. On est sur une copropriété privée. Et en fait, un tiers des logements sont squattés et par des migrants à ce moment-là nigériens, et qui délocalisent en fait les locataires, c'est-à-dire qu'ils les sortent de chez eux, qui les dépossèdent en fait de leur appartement, et qui s'y installent jusqu'à même l'incendie en fait d'un des appartements. Et quand je vois les images tourner en boucle, effectivement, mon sang ne fait qu'un tour, parce que je me reconnais pleinement en fait dans cette fille qui crie sa détresse en disant qu'on les abandonne complètement, que la mairie leur a proposé de dormir en fait dans un stade, alors qu'on squatte littéralement chez eux et qu'on a incendié en fait leur appartement. Et je vois cette cité, mais moi qui pourtant vais souvent dans les quartiers nord, mais complètement délabrée.
complètement délabré, complètement laissé à l'abandon. Et vous n'avez strictement rien. Et je pique une colère en expliquant que c'est la République en fait qui s'est séparée de ces territoires, là où on ne cesse de parler justement de séparatisme. Et j'en appelle en fait à Benoît Payan, maire de Marseille, à Samia Ghali, qu'on entend si souvent sur la question des quartiers populaires, et aussi au préfet. J'explique qu'il n'y a pas de carte de CRS pour sécuriser le territoire, que aucun autre territoire n'a un immeuble squatté d'un tiers. À aucun moment on verrait sur le port de Marseille avoir un très bel immeuble squatté d'un tiers de migrants. On te reproche de t'émouvoir d'ailleurs sur ce... Et d'ailleurs on me reproche de m'émouvoir, effectivement. Le député Jérôme Dubus, pour pas le citer, m'explique qu'il faut pas céder à l'émotion. Et c'est là où je lui rappelle qu'au contraire, c'est parce qu'on a manqué d'émotion qu'on laisse perdurer ce genre de situation, ou en tout cas qu'on rend possible ce genre de situation dans les quartiers populaires. Et que c'est parce qu'on manque complètement d'empathie que clairement, et je le dis à l'antenne, qu'on n'en a rien à faire des habitants des quartiers populaires. Et de cette colère, Samia Ghali sera amenée à répondre le lendemain sur l'émission de Jean-Marc Morandini, où elle invitera les acteurs de l'émission à venir voir le travail qu'elle réalise. Et c'est là où s'ensuit un deuxième clash qu'on aura pu voir sur la cité de la Calistée, où je suis scandalisée par sa capacité à se déresponsabiliser de la situation. Et je lui dis, est-ce qu'elle arrive à dormir clairement lorsque une cité se transforme littéralement en favela sur son territoire, et elle me renvoie en fait à ce que je fais moi. Donc elle me demande, mais qu'est-ce que vous faites vous, moi qui suis chef d'entreprise ou acteur associatif? Elle me porte une responsabilité que je n'ai pas. Elle est élue. Et je lui dis clairement que ça fait 20 ans qu'elle vit de politique, de la politique, que c'est elle qui en prend la responsabilité puisqu'elle a demandé aux habitants de l'élire, et que c'est de sa responsabilité. Et donc, comme elle ne cesse de me répéter, faute d'arguments, ce que je fais moi, je lui dis que moi je crée de la richesse et que je ne construis pas une piscine avec de l'argent public chez moi. Et je crois que cette petite phrase aura mis le feu aux poudres. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas faire carrière en politique sur la thématique des quartiers populaires et ne pas s'émouvoir quand vous avez des gens en détresse sur votre propre territoire. Et malgré moi, j'ai été effectivement obligée de la remettre face à ses responsabilités. Bien que je ne nie pas qu'elle ait, dans le passé, interpellé énormément les politiques. Demandé l'armée à l'époque d'intervenir. Mais alors, moi, je ne crois pas. L'armée est là pour faire la guerre et en aucun cas pour assurer la sécurité, et que c'est le rôle de la police nationale, et elle le fait bien. Donc, je ne crois pas que c'était une bonne idée, mais au moins, elle avait l'envie de faire bouger les choses, et je lui reconnais pleinement. D'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit responsable de 30 ans de désastre de politique publique dans les quartiers populaires, et c'est d'ailleurs même par ça que je commence. Par contre, j'admets moyennement qu'elle se déresponsabilise, et d'ailleurs qu'elle explique même à un des habitants qu'il arrête de se plaindre, puisque avant, à la cité de la Calistée, c'était les Bourges, et qu'elle a grandi dans un bidonville. J'ai trouvé ça léger comme argument, et je crois que quand on prend la responsabilité de se présenter au suffrage, on continue à prendre ses responsabilités quand on a le poste et quand on a la paye. C'est en tout cas ma casquette de chef d'entreprise qui me pousse à lui répondre de cette façon-là. Alors, elle n'y va pas, par contre, elle envoie du monde. Vous vous rendez compte par la suite que oui, certaines personnes avaient infiltré... Alors, en fait, elle a été peut-être un peu choquée qu'un certain nombre d'habitants m'applaudissent et m'encensent quand effectivement, je pique ma colère. Et on apprendra, effectivement... mais d'ailleurs, dès le début, en fait, quand on arrive à Calistée, je vois des habitants échanger avec d'autres en leur disant « Mais vous venez d'une autre cité, qu'est-ce que vous venez faire, en fait, pour l'émission, vu que vous n'êtes pas concernés ?» Et effectivement, on comprendra qu'il y avait un certain nombre d'émissaires... de Samia Ghali, venu peut-être défendre ses positions, mais ça, en politique, vous savez comment ça se passe. On a tendance à essayer de parer, de contrer et d'essayer d'avoir des bonnes images. Bon, je suis pas forcément satisfaite de cette séquence, parce que dans l'absolu, je pense que ça peut être une femme politique avec qui on aurait beaucoup à échanger sur ces sujets, mais voilà, j'ai beaucoup de mal avec les politiques qui se défaussent face à leurs responsabilités, et effectivement, ce jour-là, j'ai dû lui rappeler. Alors, Rose, l'émission touche à sa fin. Oui. Moi, je voudrais te laisser le dernier mot, et ce livre, est-ce qu'il s'agirait d'un message pour les jeunes, et si oui, quel message voudrais-tu leur envoyer ?
Alors, je l'ai dit un peu au début de l'émission, c'est une forme de lettre d'amour, c'est presque un cri du cœur aux habitants des quartiers populaires, mais à la nation française dans sa globalité. Et puis oui, je crois qu'on a un peu le rôle de passeur. Bien que je continue à agir professionnellement, associativement sur ces questions, je crois que notre jeunesse a un rôle à jouer et à bien des égards, ils le font et ils nous surprennent d'ailleurs sur leur capacité à se mobiliser. Mais plus largement, oui, j'aimerais qu'ils puissent s'engager avec ou sans indignation, mais en tout cas s'engager pour essayer de faire pour essayer de changer les choses. Ils sont la force vive de notre nation et je crois que chaque génération a son rôle à jouer. Je crois que mon grand-père a eu la responsabilité de défendre les couleurs de notre drapeau. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Mon père a bâti en partie cette nation en y participant économiquement. Moi, j'essaye modestement de le réfléchir, de penser peut-être ce pays et peut-être que les générations suivantes seront amenées à le diriger. Donc, c'est peut-être effectivement le message que je leur envoie. Prenez vos responsabilités et engagez-vous pour changer les choses. Ouais. Eh ben, merci Rose. Alors, une toute petite dernière question. Est-ce qu'il y aura d'autres livres ? Écoutez, on va déjà essayer de promouvoir celui-ci, d'essayer de le faire connaître un maximum, d'essayer de faire connaître à un plus large public ce que sont nos quartiers populaires, ce que sont les formidables habitants, les forces vives qui y existent. Et puis peut-être, j'avoue que je l'ai écrit à la suite de nombreuses rencontres, je ne me ferme aucune porte et j'irai là où je trouverai peut-être ma place. Et pour le moment, j'essaye de faire bien les choses et on va essayer déjà de faire connaître un petit peu ce petit bout de réalité, ce petit bout de France. Alors tu l'as écrit à la force du cœur, l'immigration en héritage, la nation en partage. Merci Rose. Merci à toi.